l'acquisition foncière, c'est l'outil le moins onéreux et le plus durable pour préserver un espace, à condition bien sûr qu'il y ait un gestionnaire. Et le principal acteur pour ça, c'est le Conservatoire d'espaces naturels, que les assos ont contribué à faire créer. Ils gèrent... ils ont 1800 hectares en propriété à l'échelle Poitou-Charentes, et ils en gèrent 10 000. C'est le principal outil qui permet de préserver les cœurs de biodiversité actuellement en Poitou-Charentes. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà, beaucoup d'avantages. Les inconvénients, c'est que ça demande beaucoup de temps d'animation pour choper les parcelles. Je passe. Leur principale politique d'acquisition foncière au Conservatoire d'espaces naturels, c'est dans le Marais Poitevin, d'acheter les zones les plus préservées. Enfin, de préserver les zones les plus intéressantes encore en état. Et actuellement, à l'échelle du Marais Poitevin, ils ont acheté 390 hectares. Ce qui est quand même pas neutre, hein, parce que le Marais Poitevin, en moyenne, c'est des parcelles d'1,5 hectare. Donc vous voyez, le travail pour récupérer les parcelles, c'est quand même costaud. À la place de l'acquisition, qu'on ne peut pas acheter, la solution intermédiaire, c'est le conventionnement. Le CREN gère par conventionnement 8900 hectares, mais globalement, essentiellement les terrains militaires. DSNE gère en conventionnement, enfin gère, c'est un grand mot, on ne fait pas le travail du CREN. On n'a pas leurs compétences et c'est leur cœur de métier. On a 20 sites sur 300 hectares qui sont suivis. Donc les propriétaires à l'origine de la réserve. 2 anciennes carrières, le terrible de la Gouraudière à Mosée-Toircet et la carrière du Puy d'Enfer à Exireuil. Sur 4 ENS, notamment en particulier ceux du Toircet. L'aérodrome de Niort, vous voyez des sites un peu qu'on ne penserait pas forcément sites de biodiversité. C'est devenu malheureusement la dernière grande zone de pelouse en plaine en Deux-Sèvres, après la destruction des terrains militaires de Thouars. Un poste électrique, celui de Grand Ségrypt. Grand V, oui. Ouais. Ouais. Donc c'est un poste électrique. Oui. C'est moche, c'est anthropisé, c'était géré par traitement chimique. Et en fait, autour, ils avaient une petite réserve foncière où il y a une pelouse sèche qui est très intéressante. Et c'est le seul site. Juste à l'entrée sur la gauche. Sur la gauche. Et il y a une plante protégée nationalement qu'on ne trouve que là, la sabine des Chaumes. Voilà. Il y a un petit truc comme ça. Dont ils se servaient pour leur politique RSE comme site pédagogique, leur politique sociétale, en site de démonstration. Et un bénévole de l'association qui s'est excusé pour ce soir, Gaëtan, continue à aller voir la plante et m'appelle un jour et me dit « Nicolas, tu sais, la sabline elle est bien, mais le site s'embroussaille fortement. Ouais. » Je vais sur le site de RTE, la complémentarité bénévole-salarié c'est important dans une asso. Je regarde leur politique RSE, ils se vantent de faire des sauvegardes de pelouse en Bretagne avec des solognos peut-être, ou des moutons d'Ouessant peut-être là-bas en Bretagne. Je leur dis, faites pareil, à Grand Ségrypt. Pourquoi pas. Et du coup, c'est devenu un site conservatoire. On est actuellement au 2e plan de gestion de conservation. À la base, ils ont toujours dit, ne vous enquiquinez pas à l'intérieur de l'enceinte gérée pour l'électricité. À côté, faites ce que vous voulez, on vous suit. Et du coup, à force de pédagogie, etc., ils se sont posés des questions sur leur traitement pesticides à l'intérieur. Ils avaient des anti-germinatifs, donc quelque chose d'assez violent qui rentre dans le sol et qui détruit la vie à l'intérieur du sol, à un antifoliaire. C'est beaucoup moins violent. Et du coup, on avait 300 pieds de plantes protégées sur les pelouses autour et 30 000 à l'intérieur du poste électrique. C'était un tapis de sabline des Chaumes. J'aurais été curieux de voir la réaction de Gaëtan quand il a vu le tapis de sabline des Chaumes à Grand Ségrypt. Mais c'était, voilà, c'est génial. Et là, ils sont en train de changer, globalement, il y a une évolution pour l'arrêt des pesticides, et là, ils sont en train d'envisager un enherbement et pâturage ou fauche. D'autant qu'ils sont sur un périmètre eau potable. Bon, il y a une dizaine de particuliers avec qui on travaille, on a 4 communes, Niort, Fontenay, Fort et Salaigne en Charente-Maritime. Et sur 12 de ces sites, DSNE a réalisé des chantiers participatifs. Donc des coteaux en cours de déprise avec un embroussaillement, si personne n'y va, il ne se passe rien. Le CREN n'intervient que sur des grands sites. On ne va pas intervenir sur un petit bout de 2-3 hectares. C'est impossible à gérer à l'échelle d'un département. Nous, on négocie avec le propriétaire, on lui dit on fait un chantier pour préserver les orchidées. Et on conventionne pour dire voilà, il y a un engagement moral, comme quoi vous n'allez pas faire des conneries derrière. Et qu'on est bien d'accord pour préserver le site. Donc là, par exemple, André m'a aidé sur un petit chantier qu'on va faire en janvier à Mollet.
à caractériser l'intérêt écologique d'un petit coteau qui est en perdition, et on fera un chantier avec une maison familiale. Donc c'est tous les sites sur lesquels on intervient. Donc très peu en Bressuiret, en zone d'élevage, forcément, ce n'est pas des secteurs où on peut trop intervenir. Une révolution, c'est donc tout ce qui lie en zone agricole, il y a un propriétaire, un agriculteur. Il a un bail rural sur 9 ans et c'est ce qui les lie. Par contre, le propriétaire, quand il a laissé un bail rural à son agriculteur, ben, l'agriculteur peut faire ce qu'il veut. Il peut péter toutes les haies, il peut changer l'exploitation, il pourrait presque construire dessus. Je force le trait, mais c'est peut-être pas quand même. Et du coup, concrètement, ils ne sont plus vraiment propriétaires. Et il y a d'ailleurs des propriétaires qui sont certains propriétaires, surtout sur des héritages familiaux ou des sites qui ont une valeur sentimentale forte, et c'est logique, ont de plus en plus de réserves à louer aux agriculteurs de peur de se faire déposséder et de ne plus conserver le milieu en l'état. Il y a une solution qui est apparue suite à la pression des syndicats de propriétaires fonciers, c'est des clauses environnementales dans les baux ruraux. Donc par exemple, on dit dans le bail de 9 ans, on conserve les haies, on laisse en prairie, on ne comble pas la mare, tac, tac, tac. Et c'est ce qui permet de préserver et d'avoir un lien de confiance aussi quelque part. Le propriétaire donne sa feuille de conduite à l'agriculteur. C'est un bail qui est réalisé chez notaire, non? Ça passe pas par notaire, non? Je ne sais pas s'il n'y a pas une autorité qui... Non, logiquement, c'est comme un bail rural. Qui les rédige? Ben après, il y a des modèles qui tournent sur Internet. Il y a des modèles, oui. Ouais. C'est toi qui vas l'adapter. Et après, on a eu le cas d'un propriétaire qui se plaignait parce qu'il était en train de perdre son bocage alors qu'il avait mis en place un bail rural à clause environnementale. La Ferrière en partenait. Et du coup, il a vu une haie sauter, il a eu peur que les autres haies sautent, donc il a fait un constat d'huissier en complément du bail rural à clause environnementale. C'est lourd, c'est pas un climat très sain, mais en même temps, à un moment, voilà, la réglementation, la loi, voilà, ça fait force de loi, quoi. J'ai mis le lien pour le bail rural à clause environnementale, une bonne documentation de l'Office de la chasse et de la faune sauvage. Globalement, voilà, en termes de protection sur le territoire, ce qu'on envisage sur le Bressuiret, ils ont un plan paysage, on voudrait en faire un outil trame verte et bleue, donc, de préservation des milieux. On a des SNIEF qui ne sont pas connus, donc des zones qui ont un intérêt écologique qui ne sont pas cartographiées, et poursuivre continuer à aider les sites phares à exister, la vallée de l'Argenton, le coteau de Loublande qui est à Moléon, l'étang de la Morpinière à l'ouest de Bressuire où on a un engagement bénévole de folie pour montrer l'intérêt écologique du site, la Pré d'Écosse qui est la plus grande zone humide à Frétille-Arpentade du département à Saint-André-sur-Sèvre, qui existe parce qu'on a des agriculteurs. Dans le Touarçais, s'appuyer à renforcer les 4 ENS, compléter le réseau avec d'autres sites, coteau de Baclou-Fertevaux, le deuxième cirque du département. Quelques carrières prioritaires, les pelouses de la Dive. En Gâtine, mais mine de rien, le projet de TNR, c'est aussi une perspective. Actuellement, il n'y avait pas beaucoup d'autres outils ou perspectives pour intervenir en Gâtine-Poitevine. On nous titille depuis quelque temps pour créer une SNIEF sur les cœurs bocagers à l'échelle du territoire. Méthodologiquement, on ne sait pas encore comment on peut le faire, mais il faudra qu'on le creuse. Faire réellement la réserve naturelle, c'est pas avec 20 hectares de bocage en Gâtine qu'on va sauver la Gâtine, avec notre réserve naturelle. Par contre, de l'utiliser comme site support de pédagogie pour les collectivités et surtout pour les agriculteurs, parce qu'en plus on travaille avec des agriculteurs qui font de l'agroécologie, c'est un gros plus et c'est réellement en train de marcher. En plus, on a un très bon gestionnaire de ce site qui crée ces échanges avec les éleveurs autour. Alexandre Boissineau, qui est garde de la réserve naturelle. Typiquement, par exemple, quand on a restauré l'étang, il y avait 3000 m3 de vase à évacuer. On aurait pu faire plein de tours de tracteurs et les mettre en déchetterie, j'en sais rien. En fait, on a créé un partenariat avec les agriculteurs locaux qui étaient super intéressés d'avoir de la vase à étendre sur leur champ, parce que c'est un bon amendement. On leur a dit qu'en plus, c'est un amendement avec plein de plantes protégées. Ça les a fait sourire. Bon, après, vu les terrains, a priori, il y a peu de chances que les plantes se développent, mais quand même. Mais voilà, toujours avoir des sites où ça marche bien et les faire rayonner, faire connaître et montrer que ça peut fonctionner, mais avoir des cas concrets à montrer. Des nouveaux sites, la vallée du Gâteau, donc c'est des pelouses sèches avec du genévrier du côté de Pressigny, le cirque de Sonneuil. La carrière des Landes à la Chapelle-Tireuil. Au Val-de-Sèvre, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de sites, il y a plein de dynamiques communales, mais c'est compliqué.
on va dire ça comme ça. Là, je me suis trompé pour les sites, c'est un mauvais copier-coller. Le Mélois, c'est certainement le réseau le plus dense de sites gérés et conservés, mais on n'a pas encore de vision intercommunale et de réseau qui arrive à s'implanter. Malheureusement, les Comcom, la compétence environnementale, ils prennent les déchets et l'eau qui sont des compétences obligatoires, et ils oublient l'aménagement du territoire. C'était une compétence qu'avaient les pays et qui a été pour l'instant perdue au sein des Comcom. Après, on travaille avec elles pour qu'elles n'oublient pas, et certaines sont actives, mais peu quand même globalement. On a des nouveaux sites, les cœurs de la vallée de la Boutonne. Toute la vallée de la Boutonne n'a pas été convertie en peuplier et en culture de maïs. Les pelouses de la forêt de Chizé-Aulnay, grâce notamment à un travail de médiation qu'a fait un collègue Paulin sur la majorité des sites, de pelouses qui restent au sein du massif. Et j'aime bien finir par le Niortais, parce que quand j'ai commencé, DSNE c'était très Niortais, et à un moment on m'a dit faut s'occuper du reste du territoire, mais j'étais déjà rendu sur la dive du Nord, où on n'avait jamais mis les pieds. Une vraie trame verte et bleue pour la canne. Contribuer au PNR du Marais Poitevin, c'est réellement un outil, et le site Natura 2000 est en cours de révision. De la ville de Niort, qui a été 2 fois capitale de la biodiversité, on a contribué à réviser sa stratégie biodiversité avec une vraie ambition pour les sites et pas des petites mesures à droite à gauche. Les sites phares, le Marais de Guéluchet, l'aérodrome, les sites du conservatoire, le communal de Fort. Et il y en a un paquet d'autres sur tous les territoires, je ne les cite pas tous. Donc ce que j'évoquais, c'est basé sur l'utile. Montrer que ça marche bien par endroit, le déployer. Faire interagir les sites entre eux, compter sur l'auto-émulation entre territoires. Accompagner les collectivités, je travaille beaucoup dessus, en lien avec l'équipe et en lien avec les autres partenaires comme le GOTS et le CPIE, mais aussi les agriculteurs, les particuliers. Ça, j'ai dû vous le laisser sur le diapo, je vous laisserai le relire parce que je vais vous plomber l'ambiance. C'est pas assez connu, il y a trop de poids de lobby, on a une politique agricole commune qu'il faut continuellement tenter de contrebalancer. Des services de l'État fortement réduits, ça joue réellement un impact fort. Un trop faible investissement des collectivités sur le sujet. Mais il y a des pistes. Déjà qu'on soit informé, qu'on le relaye autour de nous. Travailler en partenaire, avec les partenaires publics. Toujours continuer la pédagogie. Du plus petit au plus âgé, c'est toujours important. Comme sur les jeux de société de 5 à 99 ans, il faut continuer à suivre, à impulser les politiques et demander qu'elles soient correctement appliquées. C'est le cas de Natura 2000, on sert un peu soit les réunions, on est beaucoup en vigilance. Mais globalement aussi, ça repose aussi tout ça sur des comportements citoyens de consommation qu'il ne faut pas oublier. Et c'est la petite fable du colibri de Rabi. Chaque petite goutte d'eau est la bienvenue. Une question. Qu'est-ce que tu penses de l'acquisition par l'ASPA donc dans le Vercors, là, de leur réserve foncière, de 500 hectares? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée, au moins ouvertement, ça va être une cloche, anti-chasse, etc. Donc l'ASPAS, l'Association de protection des animaux sauvages, l'emblème c'est le renard. Ils ont un stand tous les ans au Festival de Manigout. C'est une des principales associations qui lutte contre les abus de la chasse et qui a créé en effet le principe de réserve de vie sauvage avec des mises sous cloche de sites. Et cas particulier, vous voyez à chaque fois je vous parlais de protéger un site et de gérer. Eux ils partent d'un concept différent. On achète des grands ensembles. Bon, le Vercors c'est pas les Deux-Sèvres. Oui. On a 300 hectares, pas de chasse, pas de gestion. Tout en fonctionnement participatif bénévole. C'est génial comme concept. Ça complète tout le réseau. Et puis la politique de l'ASPAS, c'est pas de fonds publics pour mettre en place ces politiques. On peut se débrouiller par nous-mêmes. Et ça marche bien. Ils commencent d'ailleurs un peu à gêner et on commence à leur mettre des bâtons dans les roues. Mais les réserves de vie sauvage, c'est un sacré pari sur l'avenir. C'est chouette ce qu'ils font. Oui. Est-ce que c'est toujours dans l'idée du réensauvagement? On lit de plus en plus des livres. En Espagne, on parle aussi de ce réensauvagement sur des grands bovidés, par exemple. Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qui va, dans 20 ans, arriver chez nous, cette idée de réensauvager? J'ai dit une bêtise. Il faut avoir les élus sur qui on peut s'appuyer, l'administration sur qui on peut s'appuyer. Le rêve d'un des salariés du groupe Ornito qui est parti, c'était de revoir des plaines à auroch dans la plaine de Warentensee. C'est ce rêve-là que tu évoques.
C'est des milieux qui sont tellement dégradés, enfin, à l'échelle des Deux-Sèvres, j'ai du mal à me projeter. Parce qu'en Suisse, Ça pourrait arriver. ils ont en Suisse, ça. Mais c'est vrai que voilà, pareil, quand on vient du Périgord, quand on vient des zones montagneuses, semi-montagneuses, où en plus il y a de la déprise agricole, donc il y a une zone à investir, c'est vrai qu'on peut y croire, ou le plateau des Mille Vaches, se projeter en Deux-Sèvres, c'est compliqué. Hein. Enfin, dès qu'on voyage un peu en France, quand on revient en Deux-Sèvres, ça fait quand même mal aux yeux. Hein. On est en territoire très dégradé, donc c'est un enjeu aussi. Il faut se battre pour restaurer. Actuellement, on se bat pour restaurer les timbres-postes qui nous restent. Mais si on ne les garde plus, il n'y aura plus de réservoir de biodiversité sur lequel la nature pourra revenir. Donc il y a besoin de se battre sur ces cœurs-là et de faire en sorte que ça se multiplie, la politique des petits pas japonais, hein, qu'on y arrive progressivement. Mais de l'avoir des grands espaces naturels en autogestion, ce serait chouette. Hein. L'idée que le loup est là, enfin, là. Enfin, pour moi, c'est formidable, mais tout le monde ne le verra certainement pas comme ça. Mais vous, des SNE, dans 4-5 ans, vous allez vous positionner aussi par rapport à ça, cette défense du sauvage au niveau des grands prédateurs? On va arrêter de compter sur les tempêtes pour ouvrir les grillages à loups de The Odyssey déjà. Oui, certainement. On fait partie, ça c'est la chance du réseau fédéral, on fait partie de France Nature Environnement, qui est une confédération Nouvelle-Aquitaine. Les copains du Limousin, le groupe mammalogique et herpétologique du Limousin, le loup n'est pas encore en Limousin, donc il n'est pas encore non plus chez nous. Il y a des fantasmes, il y a beaucoup de mythes urbains qui tournent sur le loup en Vendée, en Bretagne, etc. Il y a quand même des races de chiens loups qui ressemblent beaucoup, et puis ça circule vite, les fake news, même dans la biodive, hein, comme quoi. C'est marrant parce que, alors là, mais Farid Benamou, qui est spécialiste universitaire à Poitiers sur le loup et sur les nuisibles, dit que le loup est là. Donc tu vois, mais après, voilà, c'est un scientifique aussi. Hein, même mais les capacités de dispersion du loup sont phénoménales. C'est un alpha, je sais pas, tu vois, c'est pas une meute. Il peut se faire 40 km en une nuit, donc il peut vite disperser. Après, il faut son couloir de déplacement. On a fait un peu des paris en interne, s'il arriverait par la Sylve d'Argenson ou plutôt par la Gâtine Est. A priori, le scénario le plus probable serait plutôt par la Gâtine Est.